messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, Emmanuel Macron en Calimero. Le président de la désindustrialisation déplore les nouveaux tarifs douaniers américains et n'a plus que ses yeux pour pleurer. Budapest dit au revoir à la Cour pénale internationale. Et quoi de mieux que la venue du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour annoncer la nouvelle. Et enfin, nous reviendrons sur le totem politique de l'époque, l'état de droit invoqué pour interdire à des candidats de participer à des élections. Emmanuel Macron et ses affidés tentent de répondre à Donald Trump. Démunis par les droits de douane du suzerain états-unien, les atlantistes sont en panique. La décision qui a été annoncée cette nuit est une décision brutale et infondée. Elle est infondée parce qu'on ne corrige pas des déséquilibres commerciaux en mettant des tarifs. Et les bases de la théorie économique montrent le contraire, surtout d'ailleurs quand les déséquilibres ne prennent pas en compte les services numériques, pour ne citer qu'eux ou d'autres. Le premier de la classe n'est pas content, alors il donne la leçon. Emmanuel Macron, président de la désindustrialisation, s'est montré particulièrement agacé par les mesures prises par Donald Trump qui vont en effet contre les intérêts français. Le président a cependant tenu, comme souvent, à dire que c'était pire pour d'autres dans un exercice de diversion largement rabâché lors de la crise sanitaire. Pour nous, c'est 1,5% de notre PIB qui représente les exportations vers les États-Unis. Bon, pour l'Italie, c'est plus de 3% de son PIB, l'Allemagne 4%, l'Irlande 10%. Donc il y a des pays qui sont encore plus exposés que nous, mais ça n'est pas peu de choses. Le président a tenté de se rassurer en assurant que c'est l'économie américaine qui allait être la plus pénalisée, donnant ainsi la leçon une nouvelle fois et donnant également le là de ce qu'il faudra dire sur ces nouveaux tarifs douaniers. Mais ce sur quoi je veux insister au début de cette réunion, c'est que l'ampleur et le caractère négatif est avant tout pour l'économie américaine. Et une chose est sûre, avec les décisions de cette nuit, l'économie américaine et les Américains, qu'il s'agisse des entreprises ou des citoyens, sortiront plus faibles qu'hier et plus pauvres. Et je pense qu'il faut le marteler. Et il faut le marteler, et nous, il faut tenir, je vais y revenir, parce que ces décisions, elles ne sont pas soutenables pour l'économie américaine elle-même. L'impact sur l'économie américaine est immédiat, là où il va mettre plusieurs années à être tangible dans les économies européennes, mais surtout il est bien plus massif. Selon les premières analyses, autour de 2 points de PIB. S'il est juste qu'à court terme, de telles mesures affecteront l'économie américaine, elles peuvent cependant permettre la réindustrialisation de ce pays sur le moyen terme. Avec un problème majeur pour Donald Trump, son mandat ne dure que 4 ans. De notre côté, cette mesure pourrait nous permettre de couper le cordon avec le suzerain américain et de relancer une politique d'industrialisation. Problème ? En matière d'industrie, Emmanuel Macron est incapable. Lui qui a martelé qu'il était nécessaire de produire en France lors de la crise sanitaire, s'est montré incapable de favoriser la production nationale. Selon l'INSEE, la production manufacturière a diminué d'environ 2 à 6% entre mai 2017 et 2023. Par exemple, l'indice de production industrielle, base 100 en 2015, est passé de 89,12 en juin 2017 à 68,67 en décembre 2023. Sous sa présidence, la productivité du travail dans l'industrie a baissé, suggérant que la même production nécessite plus de main-d'œuvre. Et le déficit commercial s'est aggravé, atteignant 87 milliards d'euros en 2022, reflétant une dépendance persistante aux importations. Et puisqu'Emmanuel Macron aime se comparer à ses homologues européens, entre 2017 et 2024, la production industrielle en France a été sous-performante par rapport à la moyenne de l'UE, plus 4% dans l'UE contre moins 2% en France, plaçant ainsi le pays en bas du classement européen. L'hostilité économique états-unienne est un fait aussi incontestable que l'incurie présidentielle a relancé et réenraciné l'économie nationale. Flanqué pendant 6 ans de Bruno Le Maire comme ministre de l'économie, qui faisait le rigolo en affirmant qu'il allait mettre l'économie russe à genoux, drogué au dogme du libre-échange, Emmanuel Macron est incapable de faire face à la crise douanière initiée par Washington. Le président français ne pourra pas chercher du réconfort chez la patronne de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui, de son côté, ne peut que constater le chaos. President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. I deeply regret this choice. La clique au pouvoir en Europe nous parle d'Europe puissance. Depuis l'élection de Donald Trump, il se croit en mesure de se positionner dans le dossier ukrainien et donne des leçons à toute forme de position populiste ou non alignée sur leur lubie.
Ils se trouvent aujourd'hui face à un casse-tête économique auquel leur logiciel politique, économique et mental ne peut pas répondre. Cette nouvelle donne économique devrait une nouvelle fois se faire contre les peuples européens et expliquer un futur tour de vis avec comme alibi un patriotisme français ou européen qui sera en réalité une excuse pour masquer leur échec économique et leur ambition militaire européenne et désordonnée. La Hongrie claque la porte de la Cour pénale internationale, devenant le premier État membre de l'Union européenne à quitter cette institution. Tout ceci à l'occasion d'une visite de Benjamin Netanyahou à Budapest, le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Viktor Orban s'offre un nouveau petit pied de nez aux euromondialistes en annonçant que la Hongrie se retire de la CPI, également connue comme Cour de la Haye, institution internationale mise en place à la fin des années 90. Cette annonce a été faite à l'occasion d'une visite d'État du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, visé par un mandat d'arrêt de la CPI. La visite de Netanyahou à Budapest est en tout cas d'une durée particulièrement longue, puisqu'elle s'étale de mercredi soir à dimanche matin. Orban a profité de cette visite pour rappeler tout le mal qu'il pense de l'immigration de masse en Europe, qu'il considère être la cause de la montée récente de l'antisémitisme sur le vieux continent. Au-delà de la réitération banale des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, peu d'informations officielles ont filtré sur le contenu des discussions entre les deux chefs de gouvernement, même si la presse a fait état de commandes d'armement conséquentes qui auraient été passées entre les deux États. Les relations entre la Hongrie et Israël sont très bonnes depuis un certain nombre d'années, surtout lorsque Benjamin Netanyahou est aux affaires en Israël. Il y a une relation personnelle qui est très bonne entre Viktor Orban et Benjamin Netanyahou. Dans le contexte actuel, évidemment, c'est une visite très symbolique et longue, puisqu'elle dure plusieurs jours. Je crois qu'il repartira dimanche matin, après le Shabbat de samedi, qu'il a pour habitude de passer, quand il est en voyage officiel, de rester sur place, de le passer à l'étranger. À l'occasion de cette visite, la Hongrie, partie prenante des accords de la CPI depuis ses débuts, aurait donc dû procéder à l'arrestation de Netanyahou à son arrivée sur le sol hongrois. Cette hypothèse, évidemment inenvisageable politiquement et diplomatiquement, n'aurait de toute façon pas pu avoir lieu, étant donné que même si la Hongrie est signataire des accords, ils n'ont jamais fait l'objet d'une transcription concrète dans le droit hongrois, selon les explications de Viktor Orban. Cette semaine, la Hongrie a donc annoncé qu'elle allait se retirer de la CPI. Elle se range dès lors dans les pas de Donald Trump, qui vient d'annoncer des sanctions américaines contre la CPI, dont les accords avaient d'ailleurs été signés, mais jamais ratifiés par Washington. Cette visite a été l'occasion pour la Hongrie de déclarer qu'elle ne souhaitait plus être membre de la Cour pénale internationale. Il faut savoir que Benjamin Netanyahou fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par cette Cour pénale internationale, tout comme Vladimir Poutine. Alors bon, quelques mots sur cette décision hongroise. C'est, disons, une marque, une façon d'affirmer et de déclarer que ces juridictions internationales qui fonctionnent avec des juges qui sont orientés politiquement et liés tout à une série d'ONG telles que Amnesty International, par contre, par exemple, les rapports, les jugements de ces cours sont souvent rendus grâce au travail qui est fourni par ces ONG. C'est un peu le même fonctionnement, si vous voulez, que l'OMS, par exemple, ou même ce qui est en train de devenir l'ONU, au sens plus large, c'est que ça devient quelque chose de politiquement orienté, qui a une approche morale des conflits et des enjeux en cours. Et la Hongrie affirme son soutien à Israël dans cette affaire. Elle n'a absolument aucun mal à expliquer qu'elle est contre ce type de juridiction internationale. Encore une fois, c'est une juridiction qui, par ailleurs, peut être critiquée en ce qui concerne son efficacité. Elle existe depuis 1998. C'est le statut de Rome, la CPI. C'est entré en vigueur en 2002. Il faut savoir qu'elle n'a pas été, ce statut n'a pas été ratifié par les États-Unis ni par la Russie.
et que la Chine et l'Inde, qui sont quand même deux acteurs absolument conséquents sur la scène internationale, n'ont même pas signé ce statut de Rome. Donc en réalité, ce n'est pas vraiment la Hongrie qui s'isole par rapport à l'Union européenne, ce sont les juridictions et les institutions internationales qui sont incapables de trouver des solutions aux enjeux internationaux en cours, qui, si vous voulez, provoquent un effondrement de l'ordre international. Et pendant ce temps-là, la Hongrie entretient des partenariats, des échanges bilatéraux avec des États souverains et des gouvernements légitimes. À défaut de constituer un changement majeur, cette décision d'Orbán de retirer la Hongrie de la CPI illustre un peu plus l'émiettement de l'ordre international issu de la fin de la guerre froide et qui ne semble plus tenir sur grand-chose au vu du déclin occidental, qui est la cause même de l'élection de Trump, et de la montée en puissance de l'Asie, qui se désintéresse profondément de l'ordre international occidental et des valeurs qu'il est censé incarner. La Hongrie, au vu de sa taille réduite, ne dispose certes pas des moyens de bouleverser l'orientation actuelle du monde occidental dans lequel elle se retrouve, contrainte et forcée, mais au moins a-t-elle le mérite d'agir en éclaireur pour essayer de se négocier des marges de manœuvre et d'ouvrir la voie à d'autres. L'état de droit a été cité en boucle pendant toute la semaine. Après l'inéligibilité prononcée contre Marine Le Pen, c'est toute une vision de la justice et du pouvoir des juges qui est ici mise en question. Renaud de Bourleuf. Un État de droit se doit de respecter les décisions de justice. Et le respect du pouvoir judiciaire est tout à fait essentiel à l'équilibre démocratique. C'est surtout un coup dur contre la démocratie. C'est une régression sans précédent dans notre pays de l'état de droit. Un concept qui revient dans l'actualité alors que lundi 31 mars, Marine Le Pen a été condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans sans que l'appel puisse suspendre l'exécution. De nombreuses questions se posent. Concrètement, les juges peuvent priver de scrutin un candidat qui, selon de nombreux sondages et au vu du dynamisme électoral des dernières législatives et européennes, devrait arriver largement en tête de la prochaine élection présidentielle. Même cette exécution provisoire de l'inéligibilité paraît difficile à justifier alors que le risque de récidive semble nul, Marine Le Pen étant plus élue au Parlement européen. De quoi illustrer le concept de gouvernement des juges. Maître Thibault Mercier, avocat et président du Cercle Droit et Liberté, revient sur le double langage des magistrats. Les juges, et notamment ceux qui ont rendu la décision et tous ceux qui ont pu la commenter, toutes les instances officielles de magistrats et d'avocats se cachent derrière une certaine neutralité du droit et nous disent que les juges n'ont fait qu'appliquer la loi et que si cette loi est possible, c'est qu'elle a été votée par les parlementaires, donc par le peuple. Ils oublient de nous dire que ce qui a motivé l'exécution provisoire de l'inéligibilité de Marine Le Pen, c'est la création d'un nouveau concept qu'ils ont appelé la protection de l'ordre public démocratique. Cet ordre public démocratique n'existe pas dans les textes. Et donc ce que nous dit le juge dans cette décision, c'est que permettre à Marine Le Pen d'être candidate, voire élue à une élection présidentielle alors même qu'elle aurait été condamnée en première instance, porterait un trouble majeur à l'ordre public démocratique. Donc ce point est tout à fait inédit en droit et il a donc été inventé par le juge. Et c'est là qu'on se rend compte que bien qu'on nous dise que le droit est neutre et que les juges n'ont fait qu'appliquer le droit, ils ont en fait créé de toutes pièces un principe leur permettant de justifier l'inéligibilité de Marine Le Pen. Des principes créés pour justifier une décision, une méthode redoutable, d'autant plus qu'elle est basée sur des concepts flous et difficiles à définir. Ainsi, la protection de l'ordre public démocratique semble aussi indéfinissable que l'état de droit, bien que ce concept soit aujourd'hui utilisé à toutes les sauces et surtout à géométrie extrêmement variable. On a en ce moment l'utilisation du terme état de droit, c'est comme un totem. Certains commentateurs nous disent que critiquer une décision de justice ou critiquer un juge qui a émis cette décision de justice serait contraire à l'état de droit et qu'il serait donc interdit de porter un regard critique sur une décision de justice. Je pense pas que ces mêmes commentateurs nous auraient dit la même chose à l'époque des débats sur la peine de mort ou à l'époque des débats sur la dépénalisation de l'avortement. À l'époque, je pense que l'état de droit ne convenait pas à ces commentateurs et donc ils ne se sont pas gênés pour le critiquer et donc critiquer les juges qui mettaient en place de telles décisions. Et donc finalement, derrière ce concept d'état de droit qui est totalement flou, qui veut finalement dire que normalement l'État doit respecter les décisions
judiciaires qui sont prises et aussi respecter le droit qui a été mis en place. Voilà, mais derrière ce concept, qui est un concept finalement de procédure, on nous cache une idéologie qui est plutôt progressiste et qui en fait voudrait nous interdire toute critique d'une décision qui va dans le bon sens, en tout cas pour ceux qui défendent l'état de droit. De quoi ouvrir la porte à un deux poids deux mesures parfois ubuesque. Des criminels accusés d'agression sexuelle peuvent bénéficier d'aménagement de peine, se retrouver dans la nature et récidiver. Les juges préfèrent dans des procès politiques prévenir des récidives qui n'ont aucune chance d'arriver. Mais dans une société où une certaine conception de la morale prend le pas sur la justice, toutes les dérives sont possibles. À chaque fois qu'on parle d'état de droit, on nous parle aussi de valeurs de la République, de valeurs de l'Union européenne aussi. Et finalement, on est dans un concept plus moral que juridique. Et c'est ce qui a été appliqué par les juges en l'espèce. Ils ont fait de la morale, puisqu'ils nous disent qu'il y a un trouble à l'ordre public démocratique. Mais bon, on pourrait très bien leur retourner l'argument en leur disant que le trouble majeur à l'ordre public démocratique est d'empêcher une candidate qui recueillerait potentiellement au premier tour entre 35 et 40% de suffrages. Le droit pénal est d'interprétation stricte. Le problème, c'est que non seulement les juges ne s'y tiennent pas toujours, là par exemple on a la création de cet ordre public démocratique qui est un concept qui n'est pas présent dans le droit pénal. Et puis il y a parfois aussi des concepts flous qui sont intégrés à notre droit et qui laissent la place à l'arbitraire. Je pense notamment au concept de haine ou d'incitation à la haine, qui sont finalement des sentiments et qui sont très difficilement définissables. Donc à partir du moment où on a ce mot qui rentre dans notre droit, comment peut-on dire qu'on l'interprète strictement ? Là, c'est au juge de l'interpréter et donc ça lui laisse une place énorme pour l'arbitraire. Passons à présent à l'actualité en bref. L'extrême gauche dans la rue, la France insoumise et les écologistes, ainsi que des groupuscules de jeunes étudiants ou militants appellent à un rassemblement dimanche, place de la République à Paris, en réponse au rassemblement du RN prévu le même jour, place Vauban, en soutien à Marine Le Pen condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Le cortège de gauche devrait contenir dans ses rangs des milices antifascistes, ragaillardis par la présence d'un de leurs cheffaillons à l'Assemblée nationale, Raphaël Arnaud. De son côté, le Rassemblement national entend faire une démonstration de force dans le calme et éviter toute polémique, lui qui ne participe plus à aucune manifestation de rue depuis 10 ans, à part de rares exceptions, comme le soutien à la police ou lors de la marche contre l'antisémitisme de 2023. En revanche, le parti présidé par Jordan Bardella n'avait pas participé à la marche en hommage à la petite Lola, assassinée par une Algérienne en 2022. Le RN revendique 10 000 nouveaux adhérents depuis la condamnation de Marine Le Pen. Jiffy, des idées de génie, mais aussi des plans sociaux. La chaîne de magasins à bas prix a annoncé jeudi un plan de sauvegarde de l'emploi visant à réduire ses effectifs de 5%, soit environ 302 suppressions de postes sur 6 000 salariés en France, et a fermé 11 de ses 570 magasins. Ce plan touche 186 employés du siège à Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne et 116 autres dans des magasins non rentables situés notamment à Lyon, Toulouse ou Besançon. Restructuré financièrement en janvier 2025 avec un effacement de 470 millions d'euros de dettes par les banques, Jiffy subit la concurrence d'Action, Maxi Bazar et Temu, ainsi qu'un changement informatique raté en 2023. Le groupe, en perte depuis 2 ans, affiche un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros en 2024. L'école court dans la mauvaise direction. Jeudi, le ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a présenté un moyen visant à accompagner les élèves des tests d'activité physique et d'endurance pour les classes de 6e. L'idée part d'une corrélation entre le niveau de forme physique et la réussite scolaire des enfants. Il s'agirait ainsi de détecter des élèves en difficulté et mieux les accompagner, une mesure dont la portée devrait être très limitée, sans réforme en profondeur des méthodes de français et de mathématiques notamment. Les entrailles de Paris, sous les Champs-Élysées, un ancien parking au 66 de l'avenue se transforme en un gigantesque entrepôt souterrain de 16 000 mètres carrés, surnommé Cathédrale inversée par Fabrice Lombardo de Swiss Life Asset Managers France. Porté par Montabor et Swiss Life, ce projet révolutionnaire prévu pour 2026 vise à optimiser la logistique des commerces parisiens, capable de gérer 90 000 palettes par an. Il promet des livraisons en moins de 20 minutes grâce à des robots, vélos cargo et camionnettes, réduisant ainsi 657 000 km de trafic annuel. Une prouesse technique et technologique qui, si elle fonctionne, pourrait faire des émules. L'actualité internationale, en bref. Destituer un président
Un scénario possible. Vendredi, en Corée du Sud, la Cour constitutionnelle a validé la destitution du désormais ancien président Yoon Suk-yeol. La procédure avait démarré en décembre dernier alors que Yoon Suk-yeol avait tenté d'imposer la loi martiale. Une élection présidentielle sera organisée dans les 60 jours. Mais pendant ce temps, la Corée du Sud est confrontée à d'autres problèmes alors que le pays a été dévasté au cours des 2 dernières semaines par les pires incendies de son histoire. Le bilan publié mercredi est de 31 morts. Les feux ont endommagé plus de 4000 habitations et 1900 installations agricoles et d'élevage. Plus de 3000 personnes ont été évacuées. Le lobby LGBT belge fait des histoires. Mardi à Bruxelles, le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin a annoncé qu'il sera possible à partir de 2026 d'obtenir une carte d'identité sans mention du sexe. Mais les associations promouvant l'idéologie transgenre et non-binaire en demandent toujours plus. Ils voulaient une mention X à côté du masculin M et du féminin F. Ces militants crient même à la discrimination. Le Signalgate poursuit son cours. Aux États-Unis, le Pentagone a lancé une enquête sur le ministre de la Défense, Pete Hegseth, suite à une faille de sécurité révélée le 24 mars à partir de la messagerie cryptée Signal. Un journaliste avait été accidentellement inclus dans un groupe de cette application où des responsables, dont Pete Hegseth, discutaient de frappes secrètes contre les Houthis au Yémen. L'inspecteur général examinera si l'usage de Signal respectait les règles officielles, notamment sur la classification et la conservation des documents. L'affaire, qui embarrasse l'administration Trump, a été dénoncée par le Sénat. Malgré les critiques, Donald Trump et son vice-président J.D. Vance défendent Hegseth, rejettent toute sanction. Un juge a ordonné de préserver les messages incriminés. Aux États-Unis, Donald Trump nettoie aussi le renseignement. Jeudi, c'est le directeur de la National Security Agency, connu sous le sigle NSA, qui a été licencié. Le général Timothy Hawks, nommé en 2024 par Joe Biden, aurait fait preuve de déloyauté vis-à-vis de Donald Trump. Le nom d'un remplaçant n'a pas encore été donné pour diriger l'agence dite de sécurité nationale impliquée dans de nombreuses affaires d'espionnage. Ce soir, le plus d'éléments et demain dans le Samedi politique. Élise Blaise reçoit le géopolitologue Pierre-Emmanuel Thoman pour décrypter le nouvel ordre mondial multipolaire. Dimanche, contre-enquête, mais également terre de mission. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À lundi.